BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, 19h31, merci d'être avec nous et bienvenue en ce mardi sur BFM Business. C'est reparti pour Tech Co, la quotidienne. On est là chaque soir, vous le savez, du lundi au jeudi, 19h30, 21h, c'est votre rendez-vous tech. Ravi de vous retrouver avec ce soir, au sommaire de ce Tech Co, la quotidienne, on va parler de cette guerre des IA. OpenAI, Google, Anthropic, cette bataille fait rage et peut-être qu'elle va être sanglante, on va en parler dans quelques instants. On évoquera aussi, toujours dans l'IA, ce projet d'objet encore secret que OpenAI devrait développer avec Sam Altman. Visiblement, ça devrait sortir d'ici 2 ans. On va évoquer tout cela bien sûr et puis tout à l'heure on parlera de ce défi technologique incroyable, une F1 pilotée par des robots qui fait mieux ou quasi aussi bien que des humains. C'est incroyable, on en parlera tout à l'heure, c'est le projet Aspire, entre autres, parce qu'on aura d'autres sujets passionnants. Merci d'être là, bienvenue, c'est parti pour Tech Co, la quotidienne comme chaque soir. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et oui, on va débriefer l'actu tech de ce mardi soir avec sur le plateau de Tech Co. Thomas Serval, bonsoir Thomas. Bonsoir. PDG de Barracoda, spécialiste de tout ce qui touche évidemment aux objets connectés, notamment santé, mais tu as travaillé dans d'innombrables boîtes tech, ce qui fait que tu as une culture... pas tant que ça, quand même. Quand même. Je suis assez fidèle à 2 grosses boîtes tech. 2 Google oui. Et Microsoft. Donc c'est pas innombrable, c'est nombrable. Merci d'être là Thomas en tout cas. À tes côtés, c'est Yves Maître. Salut Yves. Bonsoir. Operating partner chez Jolt Capital. Tu as travaillé chez Orange. Tu as travaillé aussi. Tu as été le patron de HTC il y a quelques années de cela. Merci d'être là. Et puis Frédéric Simotel, bien sûr. Bonsoir. Tu étais à ma place, Frédéric, hier. Hier et puis jeudi. Dernier. L'actualité ne s'arrête pas dans la tech et on va repartir évidemment sur l'IA. On va beaucoup évoquer l'IA durant cette première demi-heure avec ce constat, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que toutes les IA en fait évoluent quasiment jour après jour. Gemini 3 est sorti. Ça a bluffé tout le monde. Je ne sais pas si vous l'avez testé, mais moi, je commence à m'amuser un petit peu avec, parce que j'ai la chance de pouvoir avoir la version pro. C'est quand même assez impressionnant. Évidemment, il y a GPT 5.1. Il y a Anthropic avec donc Claude Opus, c'est 3.5, 4.5. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la remarque de Sam Altman. Sam Altman, qui a toujours été plutôt optimiste et sûr, en fait, de son produit, qui est ChatGPT. Et bien là, Sam Altman est un petit peu en panique, parce qu'il se rend compte que Google est en train de rattraper son retard. Et avec Gemini 3, Google a rattrapé le retard qu'il avait par rapport à ChatGPT, mais il arrive même à le dépasser sur certains seuils. Vous savez qu'il y a des benchmarks. Alors c'est compliqué de mesurer, on va dire, le niveau de ces intelligences artificielles, mais pour que Sam Altman commence un peu à s'inquiéter de cette situation, c'est pas très bon. D'autant que tout ça est dans un contexte où on investit des centaines de milliards et au bout d'un moment, il va falloir quand même trouver une rentabilité et du business derrière tout ça. Et je voulais qu'on évoque ce sujet pour commencer. Est-ce que finalement ce réveil de Sam Altman n'est pas un peu trop tardif après une fête un peu trop arrosée, on a l'impression. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas ? Ce qui était... je rentre de la Silicon Valley, donc j'ai des nouvelles un peu fraîches. C'est intéressant. Alors, petit aparté, tu rentres de la Silicon Valley, tu y étais pendant plusieurs jours, et Yves, toi, tu rentres de l'Asie, tu étais en Chine. Et Taïwan. À Taïwan, exactement, et tu vas nous raconter tout ça. Les Chine et Taïwan. Tu as fait Chine et Taïwan. Pardon, Thomas. Et donc, pour avoir fait un peu le tour des popotes, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 1 an, Google était paniqué, désorganisé, mal géré, quoi. Grosso modo, dans une logique un peu de monopole où les gens... C'est Sundar Pichai qui avait tiré la sonnette d'alarme. Mais en fait, je pense qu'ils avaient été groggy aussi du coup de poing dans la gueule qui s'était pris avec ChatGPT. Et ils ont fait quelque chose que seules les boîtes américaines savent faire avec cette violence. C'est-à-dire, quelque part, ils ont vraiment fait une réorganisation, mais aussi des esprits. Il y a 6 mois, quand j'étais avec les patrons de l'IA de Google, ils disaient... c'est lourd, il y a des process partout, on ne s'en sort pas. Des hauts potentiels que je connaissais ont été mis en responsabilité, des gens qui étaient très orientés produits, toc, 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 faut délivrer, qui étaient avant dans les ventes de pubs.
on les a déplacés pour dire, non, vous devez délivrer de l'IA avec des produits. Et donc, marketer l'IA, en fait. En fait, ce que les Américains appellent, c'est faire du produit. C'est-à-dire, faire du produit, c'est d'assembler c'est d'assembler toutes les pièces, le marketing, le nom, la distribution, le développement, le service après-vente, ce qu'on appelle le go-to-market, tout. C'est comme un PDG de boîte. Donc, en fait, ils ont mis... Délivrer un produit final. Voilà. Et dont des Français, ils ont mis les meilleurs sur ce sujet-là. Dont les Français ? Oui, beaucoup. Une Française formidable que je salue, d'ailleurs, mais je ne vais pas dire... Ça s'appelle comment ? On ne peut pas donner son nom ? Parce que les gens qui sont vraiment à la manœuvre, même leur nom, on ne le cite pas. Ok. On la salue si elle nous écoute. Voilà. Et donc, ils ont mis des gens comme ça qui faisaient un premier constat que c'était n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que l'IA était chez les chercheurs. Et les chercheurs, on ne leur a jamais demandé de délivrer des produits. Un chercheur, ça délivre des innovations. C'est un peu aussi le problème qu'a eu Yann Lequin avec Meta qui voulait sortir des produits. Donc, quelque part, faire sortir l'IA de la recherche pour aller vers le produit, c'est quelque chose que Google n'avait pas eu la discipline de faire et de dire, voilà, maintenant, il n'y a plus qu'un moteur d'IA, c'est Gemini, pas un pour Maps, un pour... Et donc ça, c'était une discipline qui a mis 1 an à se mettre en place, dont on voit les premiers fruits aujourd'hui, qui ne sont pas finis. Parce qu'en général, une fois quand la machine Google a démarré, elle va accélérer notamment commercialement. Parce que là, pour le moment, ils ont un meilleur produit. Mais ils vont aussi faire ce que Microsoft, il y a 2 ans, a fait avec Copilot, c'est que maintenant, ils ont aussi une puissance de vente. Donc là, le produit est devenu compétitif et même meilleur sur un certain nombre de domaines. Google a arrêté son dilettantisme et s'est réveillé, effectivement, par le coup de poing dans la gueule qu'ils ont pris de Sam Altman. Et puis, ils ont probablement redéfini une vision de quel était leur rôle. Parce qu'une des problématiques, c'est que Google avait comme rôle d'organiser toute l'information du monde. C'était sa mission depuis l'origine, de ne pas faire de mal et d'organiser toute l'information du monde. Et il y avait une sorte de dissonance cognitive entre la vision du monde de Google et le rôle de l'IA. Qu'est-ce qu'elle allait jouer comme rôle ? Là, ils ont réussi à repenser leur raison d'être, comme on dit aujourd'hui, en disant, voilà, l'IA va être l'outil ultime pour nous permettre d'organiser toute l'information du monde au service du consommateur. Et donc ça change tout chez Google, parce qu'on est parti d'équipes qui sont très nombreuses, complètement perdues, avec des équipes maintenant focalisées en disant, on sait pourquoi on travaille, on sait dans quel sens on va. Et ça, honnêtement, en 6 mois, moi, je suis ébahi de la vitesse à laquelle ils ont réussi à faire ce travail dans une boîte de plusieurs centaines de milliers d'employés. Parce que ce qui se passe après, Fred et Yves, c'est que aujourd'hui, la majorité des gens utilisent ChatGPT, mais peut-être qu'ils vont aller voir ailleurs. Ils vont peut-être tester Gemini parce qu'on a tous un compte Gmail. Google va mettre en route la machine maintenant que c'est prêt, maintenant que c'est haut niveau. Et c'est ce en quoi je pense Sam Altman Dans le téléphone. Dans le téléphone aussi, avec Android, bien évidemment. Et on parle même de Gemini qui devrait arriver dans Siri, le nouveau Siri, en fait. Donc, on commence à comprendre la panique un peu de Sam Altman, de voir que finalement... Ça a mis du temps, mais Google, ça y est, comme tu disais, est en ordre de marche et appuie sur tous les boutons pour avancer. Et avec un modèle économique. Je pense avec un modèle économique. C'est que Google est le seul acteur avec Microsoft à avoir le moteur cash flow qui lui permet de rendre son produit soutenable. Oui, enfin, moi, je suis absolument aligné avec ce que vient de dire Thomas. Et je rajouterais une chose, c'est que, en fait, Sam Altman, il est parti dans la course à l'AI comme sur un 100 mètres. Okay, et sauf que c'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Et donc, il est parti. Et là, il est un peu épuisé, quoi. Il a pris beaucoup d'avance. Derrière, les grosses machines comme Google, qui sont, comme tu disais, des machines énormes. Ouais. Des machines il y a une inertie énorme. Mais c'est le lièvre et la tortue. Quand la machine se met en route, quand la machine est sur les rails, c'est un train. Ça délivre, ça avance. Et ça a une puissance de feu, une puissance financière et une puissance intellectuelle tout à fait remarquable. Et petit à petit, cette énorme machine est en train de rattraper l'échappée. Et tôt ou tard, elle risque fortement de la manger. Et donc, c'est vrai que le coureur qui était sur son échappée, il commence à se tourner et regarder ce qui se passe. Puis, il y a un deuxième phénomène, c'est qu'Anthropic, avec Claude, qui elle, était plus sur un semi-marathon, j'allais dire, ok, donc est partie après, mais est plus légère que Google, mais était partie sur une durée plus longue. Et en fait, tout le monde est en train d'arriver à mi-course ou à quart-course, ou on ne sait pas, on ne sait pas exactement où, mais en tout cas, le peloton s'est regroupé. Et dans le peloton, comme il vient d'être dit, il y a des gens qui ont de l'énergie propre, Google, parce qu'il a des ressources financières propres, donc lui, il peut continuer à pédaler. Et puis, il y a des gens comme OpenAI et Anthropic, dans une moindre mesure, pour d'autres raisons, de consommation, de calcul et de cash, eh bien, ils se retrouvent dépendants de gens qui vont leur passer l'énergie, qui vont leur donner à boire sur le bord de la route.
Et ils ne sont pas autonomes. Donc, il suffit qu'il y ait quelque part, à un moment, pour une raison X ou Y, un trou d'air financier et risque de se faire distancer. Et on sait bien que quand on se fait distancer dans ces choses-là, si on n'a pas une équipe, c'est-à-dire si on n'a pas l'inertie qu'il y a derrière, pour revenir sur le peloton, on ne revient pas. Non, puis si on regarde l'analogie du vélo, c'est comme tu dis, Google, ils avancent sur le vélo et ils font tout. Ils font les roues, ils font le pédalier, ils ont le guidon, ils ont tout. Alors qu'un OpenAI, justement, lui, s'il crève, il faut qu'il achète des roues quelque part. Enfin, il va investir beaucoup plus. Je pense et puis, ils n'ont pas autant de data. Ils n'ont pas autant de data perso que Google, OpenAI. Ils ont 800 millions. Enfin, Après, ce qui se passe, selon moi aussi, c'est que... alors, ils étaient peut-être lancés sur un 100 mètres OpenAI, mais je pense qu'aussi en interne, parce que dans son courrier, quand tu lis bien, il dit à ses ingénieurs, les gars, debout, wake up. Il y a peut-être un moment où, quand on est le leader, qu'on se sent, ça y est, on a pris une confortable avance, on est ça y est, on rentre dans les routines, on continue à produire, à aller vite, etc. Mais on est dans un certain, entre guillemets, confort. Et je pense que lui, il a essayé de leur dire, les gars, non, faut pas rester dans ce confort-là. Derrière, c'est en train de pousser fort. Et puis, il se rend bien compte aujourd'hui que Microsoft, a investi dans Anthropic, donc son grand partenaire, il va aussi voir ailleurs. Il voit que les entreprises qui elles étaient très portées ChatGPT, parce que c'était le premier, sont en train de se poser la question avec Gemini, parce qu'ils ont vraiment toute cette partie-là. Enfin, il est en train de voir cette course multi-acteurs. Lui qui se pensait loin devant, la course multi-acteurs, elle est elle est un peu déréglée. Et puis, j'avais noté, voilà, ils étaient une société explosive. Il le dit à un moment, il dit, nous étions une société explosive, on est devenu une société normale. Donc maintenant, à nous de repartir dans l'explosion. Si on rebondit sur ça, il y a aujourd'hui sur OpenAI, il y a plusieurs problématiques. La première, c'est qu'ils perdent 1 milliard par mois. Donc, de toutes les manières, ils n'ont pas leur modèle. Oui, la croissance sera peut-être que d'un chiffre à venir. Ils sont à 800 millions d'utilisateurs, 1 milliard par mois. C'est des chiffres qui sont à la fois phénoménaux en termes de rapidité d'adoption, mais 800 millions d'utilisateurs. On n'a jamais vu ça. C'est incroyable le taux de pénétration. Mais si tu n'as pas de business model, c'est de creuser à chaque fois que quelqu'un fait une requête, il creuse ta perte. Donc, quelque part, ça, c'est son problème. La deuxième chose, c'est qu'il a, et ça, c'est une des leçons du business et de la stratégie. Alors qu'ils ont 13 milliards de revenus annuels, je crois. Oui, c'est pour ça qu'il perd 1 milliard. Quelque part, il doit dépenser 40 milliards et gagner 13. Enfin, on est dans cet ordre de grandeur. Mais la problématique qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il a ouvert beaucoup trop de fronts. Ouais. Une des choses qu'on voit souvent, c'est que le primo-entrepreneur, il veut être le premier, quand il est premier quelque part, il va être le premier en tout. Alors quand on est contre des machines qui sont des machines industrielles comme Microsoft ou Google, qui ont construit, si tu veux, d'abord un monopole dans un coin, puis après racheter une autre boîte pour en créer un deuxième monopole, ils ont des machines à cash qui génèrent du cash. Lui, il a dit, et il a raison stratégiquement, mais il n'a pas les moyens, il a dit, il faut que je me libère de Chrome, donc il faut que je fasse mon navigateur. Il faut que... Donc en fait, il s'est donné... Je veux faire des objets pour me libérer du mobile phone. Donc il s'est donné... En fait, il est en train de construire son environnement idéal, finalement. Voilà. Mais faire tout ça bien, c'est au-delà d'être bon dans son cœur métier. Et c'est un peu le problème. S'il disait, je mets toutes mes ressources pour continuer à être en avance sur le modèle, on pourrait dire qu'il y a des chances de réussir. Avoir lancé autant de challenges sur les devices, sur le moteur Là... c'est pas possible qu'il y arrive. En tout cas, il n'a pas les moyens. Pardon. Non, juste un mot. Et puis, si je reste sur le vélo, Google, ils ont un point de ravitaillement qui est dans quelques centaines de mètres. Ils ont le quantique et qui est prêt. Hein. Et là, à ce niveau-là, tu sais, ils y pensent aussi à voir cette prochaine étape où tout le monde dit que ça va être le quantique. Google, ils y sont déjà. Et comme tu disais, ils ont les puces, hein, donc ils ont le dérailleur, ils ont tout. Tu as vu les TPU, les TPU, ils ont le risque de cette intégration verticale, c'est quand même l'antitrust, puisque à partir du moment où ils intègrent tout, et je pense que c'est pour ça qu'ils sont très très méfiants de ne pas merger Gemini avec le moteur de search pour le moment. C'est une question d'antitrust. Mais c'était pas là. Enfin, ce que je voulais dire aussi, c'est que il faut aussi se méfier des stratégies de communication. Et Sam Altman, il est quand même assez talentueux, et en tout cas extrêmement conseillé, sur ses manières de communiquer. Et moi, quand j'écoute ça, une lettre interne, quand on veut faire fuir un document, le meilleur moyen, c'est de le donner à tout son personnel. Comme ça, on est sûr qu'il suit. Ça, on est sûr que quand on écrit confidentiel, ne pas diffuser, et qu'on l'envoie à tout le personnel, il y a une chose dont on est sûr, on ne sait pas s'ils vont le lire, mais il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'il va sortir. Donc on le fait pour ça. Donc ça a été fait pour ça. Il ne faut juste pas se tromper. Et donc, pourquoi il l'a fait ? Je n'étais pas que idiot. Donc quelle est la raison derrière ?
Et moi, j'en sais rien parce que on se téléphone pas tous les jours, mais même jamais d'ailleurs. Et en fait, ce que je suppodore, c'est que on est tous en train de parler, de se dire, il y a une bulle de l'AI, est-ce qu'elle va pas exploser? Et on sait que si elle explose... Et est-ce qu'il ne commencerait pas à nous mettre un peu au parfum? Est-ce qu'il commencerait pas à dire, attendez les gars, si vous remettez pas au pot, Ouais. je suis pas en super situation, et si j'explose, vous coulez tous avec moi. Tous avec moi. Ouais. Et là, il y en a un paquet qui sera entraîné dans la... Et là, il y en a un paquet. Okay, et donc, je me demande si cette fuite organisée, parce qu'il faut être clair, n'a pas pour but, non pas de parler à nous, pour redresser un peu les troupes, mais de parler aux investisseurs en disant, les gars, maintenant, je suis sérieux. Et faites attention, parce que si ça pète, vous sautez avec moi. Et donc, il faut remettre au pot. Je ne sais pas ce qui se passe derrière, mais vu toutes les sommes qui ont été promises, il y en a peut-être qui commencent à hésiter et qui se disent « Ah bah ouais, j'avais dit ça, mais tu sais, en fait, je suis peut-être un peu engagé vite. » Et là, il dit « Attention les gars, là, on joue sérieux. Là, on est en train de jouer sérieux. » Et donc, je ne sais pas jusqu'à quel point ce message n'est pas un message, en fait, pour les investisseurs. C'est aussi un message pour les investisseurs pour leur dire écoutez, on va cibler davantage, on va bien faire attention à notre niveau de dépenses et tout ça. Je pense que c'est ça. Et que rassurez-vous, c'est pas tous ces milliards, je suis pas dans l'euphorie, l'ivresse de tous ces milliards. Je sais bien que cet argent-là, on doit le faire avancer. Et vous voyez bien, je suis en train de redonner des petits coups dans les équipes pour qu'elles s'y remettent. Maintenant, je pense que, moi, sur l'histoire de la bulle, peut-être une correction, mais on a mis des infras, on a mis. Et puis, est-ce que vous avez vu quand même cette info de The Information qui, en fait, a été mal accueillie par Nvidia parce que, visiblement, Meta pourrait acheter des ressources processeurs de Google, donc le fameux sensor de la puce IA de Google, et ne pas aller chez Nvidia. Et ça, enfin, je ne sais pas si vous avez suivi, mais surtout que Google le cours d'Nvidia a perdu 19% avec cette info-là. Donc Google on voit quand même que tout est très fragile, qu'on se retrouve un peu comme dans un château de cartes où le moindre petit souffle fait vaciller un petit peu tout ce truc-là. Non, puis surtout Google a dit Gemini 3 était en majorité entraîné avec nos TPU. C'est ça. Et pas du Nvidia. Et pas du Nvidia. En plus, c'est pas du... Le seul qui avait une infrastructure capable de faire de l'IA depuis 15 ans, c'était Google. Il faut juste rappeler. Donc, quelque part, Google avait... donc, le monsieur qui était en charge de l'infrastructure, c'était un Suisse allemand, il s'appelait Urs, et qui a nommé chez Google. Et donc, c'est lui qui a organisé les data centers en construisant comme les bons hébergeurs ses propres appareils lui-même. Donc il faut savoir que Google a une tradition historique de tout faire lui-même dans ses data centers depuis le début, sa propre architecture, ses propres clouds, avant que le cloud s'appelle le cloud. Ils ont développé leur propre technologie. Avant Amazon, par exemple. Et j'ai participé à cette conversation. Et à l'époque, c'était même pas un operating system type Azure et autres, c'était vraiment l'infrastructure technique de Google. Donc, la culture de Google, ça a toujours été de travailler pour être le plus autonome, le plus verticalement intégré. C'est pour ça que pour eux, le coût... Aujourd'hui, quand Altman, au départ, a eu l'argent de Microsoft, c'était du coût d'entraînement, d'utilisation d'Azure. Pour Google, le coût, et c'est le gros avantage concurrentiel de Google sur tous les autres acteurs, le coût d'entraînement de ces appareils est beaucoup plus faible et déjà complètement absorbé par leur infrastructure, alors que tous les autres doivent l'acheter chez Nvidia et les autres. Et ça rend Meta jaloux, puisque quelque part, eux, ils n'ont pas ça du tout. Ils n'ont même pas fait les investissements qu'il faut aller pour ça. Dans un premier temps, ils ont dit on n'a pas le choix, il faut acheter du Nvidia parce qu'il faut montrer qu'on est sérieux, parce que tout le monde fait du Nvidia. Mais le fait qu'ils aient, et c'est quand même très intéressant, il fallait quand même voir que Meta et Google étaient les pires ennemis du monde pendant 10 ans. Moi, on a augmenté mon salaire chez Google de 20% de peur que j'aille chez Meta. Donc il y a eu une concurrence il y a 10 ans entre... Oui, parce que le business, c'est la pub. Donc forcément, là, on est sur... Donc c'est les vrais concurrents. Ouais, c'est les vrais concurrents. Et pourtant, là, tout d'un coup... Meta se sent en fragilité et en dépendance telle vis-à-vis de Nvidia... Qu'il va taper à la porte de Google. Il va taper à la porte de Google, et c'est là aussi où tout le monde se tient la main, mais plutôt de manière pas virtuelle, là, pas dans la pub. Et Apple renforce la position de Google au sein de son appareil, donc acte son échec relatif dans son autonomie dans l'IA, en basculant sur Gemini, qui devient une extension du moteur de recherche. Donc, en fait, l'interdépendance des trois acteurs sérieux, industriels, et pourquoi ils font ça ? Moi, ma lecture, c'est que, en fait, et c'est un peu ce que j'ai vu dans la vallée, les gens ont déjà intégré que la bulle allait péter.
Donc la question, c'est, pour tous ceux qui ont vécu la bulle 2001, quand tout s'arrête, qui sont ceux qui vont encore réussir à tourner? Et la question, là, aujourd'hui, c'est de savoir qui vont être ceux qui vont tourner. Et si on réfléchit bien, les 3-4 acteurs qui ont la capacité de le faire, c'est les survivants. C'est Microsoft, Google. Il y avait Microsoft, Google et Amazon. Ouais. Apple également, parce que grosso modo, pour le moment, ils sont pas exposés à l'IA. Non. Ceux qui étaient les plus fragiles, c'était Meta, qui dépendent beaucoup de l'audience, mais qui avaient des coûts qui explosaient et qui dépendaient d'un tiers. Et bien entendu, tous les autres seront plutôt des cibles pour être acquises dans les quelques semaines ou mois ou années à venir, quand le tour de financement sera raté. Préparez les pop-corn, les amis. La bulle de l'IA, ça sera sur BFM Business dans Tech & Co. On va vivre ça en direct. Et croyez-moi, franchement, on ne sait pas quand ça va arriver. Peut-être que ça n'arrivera pas, on peut le souhaiter. Mais Moi, je pense à une correction, je pense. Mais il y aura une correction, et peut-être une sévère correction. J'aimerais qu'on enchaîne sur un sujet lié à tout cela, c'est ce fameux objet. Alors, on est toujours dans la sphère OpenAI. Vous savez qu'OpenAI, et tu le disais tout à l'heure très justement, est sur tous les fronts. Et ils se disent, il faut absolument qu'on soit sur le hardware aujourd'hui, il faut qu'on arrive à inventer le futur du smartphone, un objet qui soit un petit peu, comment dirais-je, l'écran de ChatGPT. Et il a fait appel, on le sait, à Jonathan Ive, l'ancien designer mythique de chez Apple, etc. etc. Ils ont créé leur société. En fait, même Sam Altman, OpenAI a racheté la société de Jonathan Ive. Et ils ont un petit peu communiqué ces derniers jours. Alors, ils n'ont pas dit grand-chose, mais je vous propose d'écouter Sam Altman sur ce sujet, et après, on revient sur ce plateau. When people say it, see it, they say, that's it. Yeah, they will. Quand les gens le voient, ils se disent « c'est ça, c'est tellement simple » et puis ça fonctionne parfaitement. Et le niveau de détail, Johnny Ive a retiré chaque petite chose dont l'objet n'avait pas besoin, chaque élément qui n'avait pas sa place, c'est remarquable. Je me souviens qu'il a dit un jour au tout début « on saura que le design est bon quand… » Je ne me rappelle plus exactement, mais il a dit quelque chose comme « tu dois avoir envie de le lécher ou d'en croquer une bouchée ». Pour notre premier prototype, nous étions assez contents, mais je n'avais absolument pas cette sensation-là. Aucune envie de prendre ce truc et d'en croquer une bouchée. Alors que celui-là, oui. Bon, alors c'est une petite anecdote pour d'échange. On n'en sait pas beaucoup plus sur ce produit, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que ça devrait sortir d'ici 2 ans. Est-ce que les timings seront respectés? On verra bien. Et que c'est un produit dont Jonathan Ive pourrait manger, finalement, parce qu'il le trouve joli en termes de design. Est-ce que vous y croyez, vous, à ce produit miracle, cet écrin de l'IA de ChatGPT? Moi, je reviens d'Asie, donc je reviens de Chine et Taïwan. Et t'es un peu allé fouiner à droite à gauche. Alors, j'étais pas pour ça, puisque j'étais pour Affordable Device pour Africa. Hein, c'est donc l'idée, c'est de donner des téléphones venu nous en absolument pas cher pour des gens qui peuvent pas mettre plus de 20-30 euros. Tu viendras nous en reparler de ça, parce que c'est intéressant. Et donc, j'ai rencontré tous les gens qui font des smartphones et des objets connectés. Forcément, puisque c'est... bon, voilà. Et comme... Bon, on va dire que j'étais plutôt bien, voire très bien reçu. Et évidemment, entre la poire et le fromage, qu'est-ce que t'as ? Allez, montre-moi ce que t'as dans ta manche. Allez, sors-moi ce que t'as dans le sac. Ouvre-moi cette petite pièce sombre. Exactement. Eh bien, j'ai été déçu. T'as vu des trucs ? On t'a montré des trucs ? Ouais, alors on m'a montré des trucs, mais... Des lunettes ? Alors, des lunettes, oui. Bon, mais ça, c'est... Voilà. En plus, rien d'extraordinaire, en tout cas de ce que j'ai vu. Plus légère. J'en ai essayé plusieurs. Alors oui, plus légère, plus bleue, plus verte, ok, mais rien vraiment. Et pas le spectre d'un objet de Jonathan Ive. Mais rien, ni Jonathan Ive, ni autre chose. Donc puis j'ai essayé, je dis mais comment tu le verrais si imagine que, tu vois, allez, on va refaire. Ouais, t'as un peu tiré les verres du nez, quoi. Oui, puis le soir, quand on est à table, on a les moyens de les faire parler. De les faire parler. Et bien rien. Rien du tout. Et j'ai été déçu parce que je m'attendais. Il y a toujours quelqu'un qui me fait voir un truc, qui monte un machin, qui me dit que ce que t'en penses. Alors, on m'a montré des trucs, que ce que t'en penses. Mais ton truc, il est. Enfin, on le dit pas comme ça, mais c'est pas fini. Enfin, je pense qu'il faut retravailler. Mais rien d'extraordinaire. Vraiment, une pêche nulle. Voilà. Alors, Thomas, ton point de vue. Je suis aussi aller faire la pêche de l'autre côté. Donc, je suis allé devant le bureau de Jonathan Ive, un super design studio où probablement il habite à San Francisco, downtown. Donc, je suis passé devant. Je me demande s'il n'est pas croisé d'ailleurs. Mais donc, je suis allé voir Meta. Donc, grosso modo,
il y a eu des échecs là, des gens qui ont commencé à essayer de faire un wearable. Bien sûr. Pas. Pinea, il a... Voilà, Il y a Pinea, Human.ai. voilà. Donc, pourquoi ça va prendre 2 ans ? C'est pas une question de hardware, c'est une question de software. C'est-à-dire que pour qu'un objet soit pertinent tout le temps, il faut qu'il comprenne l'environnement. C'est ce que dit Yann Lequin également. Et aujourd'hui, le plus gros élément de progrès des AI aujourd'hui, de OpenAI et des autres, c'est la fenêtre d'environnement, c'est la capacité qu'ils ont à retenir de tout ce qui se passe autour d'eux. Et donc, et ça, c'est beaucoup de mémoire et beaucoup de... Donc, quelque part, une des raisons pour lesquelles l'objet qui serait intelligent et pertinent tout le temps n'est pas là, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une question de hardware, je vous expliquerai pourquoi, mais c'est vraiment d'abord une question de... Les moteurs capables de prendre conscience de l'environnement ne sont pas encore là, ils y arrivent. C'est ce qu'il dit un peu, hein. Il dit, là, maintenant, le produit que tu m'as montré, j'ai envie de le croquer, machin. C'est donc qu'il a vu quelque chose. Non, donc, Après... pourquoi ? Parce que quelque part, après, il y a des trucs... On invente très peu d'objets dans une maison. Nous, on est des inventeurs d'objets connectés. J'en ai inventé 70 en 20 ans. Donc, les objets qui restent, ils répondent à un certain nombre de règles. La première, ça s'appelle le WAF, Woman Acceptance Factor, si vous êtes en couple. C'est en fait, vous pouvez ramener un objet à la maison, homme ou femme, mais c'est madame qui décide s'il reste ou pas. Et c'est une des lois de base du marketing. Et donc c'est important parce que quelque part, si quelqu'un amène un objet qui serait trop genré, oui, il faut qu'il fasse l'unanimité dans le foyer, quoi. Exactement. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ces objets, ils soient capables d'être le plus autonomes possible. Parce que si vous êtes obligé de mettre un objet avec une batterie qui dure une demi-journée ou un objet qui est... Donc ça veut dire que pour les wearables, on est sur beaucoup de contraintes physiques entre la puissance de traitement, enfin une batterie qui... Donc quelque part, il va falloir qu'il soit très efficace. Là aussi, on sent que les appareils ne sont pas très efficaces. Donc qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui comme grande tendance ? La plus grosse tendance, c'est quand même les lunettes. Les lunettes, elles vont progresser. Là, moi, j'ai les dernières de métal, elles sont quand même vraiment mieux que les précédentes. On voit que le produit n'est pas fini parce qu'aujourd'hui, il force un bracelet. On sent que c'est pas un design final. Tu penses que dans 2 ans, ce produit sera mieux ? Ah oui. C'est-à-dire que quelque part, souvenez-vous de l'iPhone 1 et de l'iPhone 3G. Donc cet objet mystère de Jonathan Ive ne réinventerait pas la roue. C'est-à-dire qu'on serait avec une paire de lunettes. Il a des idées. La question, c'est comment ça va converger. Donc ce qu'on voit par contre... Parce qu'on parlait d'un pendentif à un moment. Oui, moi, ce que je vois, c'est que pour l'instant, ils n'ont rien. Okay, ils ont eu manifestement un échec. Là, ils promettent la lune. Au même moment où Sam Altman dit « motivez-vous », Sam Altman, il est aux abois. Il est aux abois. S'il avait eu quelque chose de crédible, vu qu'il a besoin d'argent et que d'un autre côté, donc je pense qu'il y a... Il n'est pas assez prêt. Il peut pas, oui, et puis il est obligé d'investir sur le temps long. Enfin, aujourd'hui, très clairement, ils sont sur des prototypes faits en imprimerie 3D ou des choses comme ça. Avant que ce soit industrialisé en grande série, il faudra 2 ans, c'est un minimum. Bon. On n'a pas terminé sur ce petit produit mystérieux, parce que Fred, tu as sans doute ton point de vue. Et puis ensuite, il faudra lancer la production. Petite pause. Il est 59, Fabien, dans l'oreillette, me crie dessus, donc désolé. Ça, j'ai pas envie après d'avoir une scène de ménage sur le plateau. Donc, petite pause, et on revient dans un instant pour poursuivre sur ce sujet. C'était Tech & Co, la quotidienne, à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne, 20h03 sur BFM Business. Et pendant la pub, on continuait le débat. On dialoguait, on continuait le débat sur cet objet mystérieux. Alors même si c'est bullshit entre guillemets, ça suscite des discussions et des débats passionnés, cet objet. Parce que c'est vrai qu'on se dit, mais à quoi pourrait ressembler ce petit objet connecté qui pourrait capter, comme tu le disais, de l'environnement pour pouvoir après nous... eh bien, je sais pas, moi, être notre Jarvis, quoi. Tu le disais, hein, Fred. C'est la forme qu'on a du mal, parce que ce qu'il va faire, on le voit à peu près, assistant contextuel, il va capter avec des capteurs visuels tout ce qu'on capte, il va avoir la batterie suffisamment importante pour continuer, il va remplacer certaines apps,
Hein, on n'ira plus sur Booking, on dira réserve-moi tout ça. Il va comprendre le multimodal, c'est-à-dire je tiens, on pourra faire des gestes, on pourra parler, on pourra peut-être bouger la tête et il nous comprendra. Je pense que c'est tout ça. Après maintenant, à quoi ça va ressembler ? Est-ce que ça va être une petite boule qu'on aura dans la poche tu vois, c'est l'objet. Mais je pense que sur les fonctions, moi, je pense que j'ai à peu près décrit l'ensemble des fonctions que l'on va avoir. Les gros enjeux aujourd'hui, c'est santé ou pas. Mhm. Enfin, il faut quand même se dire qu'il y a tout un champ, et on le voit bien, même à OpenAI, la santé. La santé, c'est quand même une des domaines, enfin, c'est mon domaine, mais c'est le domaine où l'IA peut faire énormément. Il faut l'amener dans les foyers pour que ça ait un impact. Et là, on unlock des nouvelles sources. On répond à des problématiques de vieillissement, on en avait déjà parlé. On répond à des problématiques d'éducation. De confidentialité de données aussi. De confidentialité de données. Donc, c'est clair que, est-ce que cet objet va être santé ou pas ? Ça, c'est une des questions. Par contre, si c'est santé vraiment, c'est pas 2 ans, c'est 5 ans. Donc, Et puis, c'est santé. Et puis, comme tu dis, si c'est santé, il faut que ce soit un objet qui soit en contact avec la peau pour pouvoir récupérer la fréquence cardiaque. Santé, pour moi, sera dérivé. Je pense qu'ils ne sont pas sur la santé. Ils sont plus vraiment le quotidien. Non, tu n'as pas besoin. Alors aujourd'hui, on a un miroir intelligent avec juste une caméra, récupère ta fréquence cardiaque sans... Parce qu'en fait, on a une veine qui change de couleur à chaque fréquence cardiaque. La jugulaire. Voilà. Et donc, en fait, si tu suis bien les couleurs et tu as une bonne résolution, avec un bon éclairage, tu peux connaître la fréquence cardiaque. Oui. Et donc, tu as beaucoup d'éléments qui sont très fortement corrélés à ta santé. Et en fait, déjà, il existe des petits robots pour les personnes âgées, qui sont des agents conversationnels, etc. Donc, est-ce qu'ils vont vouloir couvrir le champ bien-être et santé à domicile ? C'est très probable, parce que si moi, je suis Sam Altman et que je veux aller dans un endroit où... moi, je pense que ça fait partie des... Et surtout que le business est monstrueux dans le domaine de la santé. Il y a deux interrogations. L'une, c'est l'applicatif, à quoi ça sert, pour en faire quoi, ok, bon. Et la deuxième, c'est comment je le fabrique, parce que c'est juste pas négligeable. Quand on fait un produit et qu'on s'appelle OpenAI, c'est pas pour en faire 100 000 par an, c'est pour en faire à minimal, souvenons-nous, l'iPhone 1, donc 2007, c'était 10 millions l'objectif, ok. Ils les ont juste atteints. Mais c'est de ça dont on parle de 10, 20, 30, 40 millions la première année. Ça se fait pas comme ça. Alors, qui sait faire ça ? Il n'y a pas grand monde. Il y a les Taïwanais, okay, dont Foxconn, et les Chinois. Okay. Point à la ligne. Okay. Point à la ligne. Pardon ? C'est les seuls. Alors, il y a peut-être Samsung. Okay. Bon, il y a Samsung. Mais c'est vrai, il y a Samsung coréen. C'est à peu près tout. Bon, sud-coréen, et c'est à peu près tout. Bon. Et puis après, on se dit, mais qui a fait ça ? On regarde, Apple a fait ça, Samsung a fait ça. Puis il n'y a pas beaucoup d'autres qui savent faire des dizaines de millions sans problème. Et qu'est-ce qu'ils maîtrisent, ces gens-là ? Alors, il y a Google un petit peu avec Pixel et Samsung en partenariat, mais qu'est-ce qu'ils maîtrisent ? Oui, mais c'est fabriqué chez Foxconn, tous ces trucs-là. C'est à la fin. Ouais, chez Foxconn ou chez des Chinois. Enfin voilà, mais on revient toujours au même truc. Et c'est toujours soit les Chinois, soit les Taïwanais. Bon, si toutefois on fait une différence. La seule différence, c'est le chip. Le chip peut être... Voilà. Et donc on en vient à se dire, il y a 2 choses qui font la différence. Enfin, dans l'occurrence, ça va être 3. Le chip. Or, vous savez quoi, OpenAI et Johnny Ive, ils n'ont jamais fait un chip, jamais de leur vie. C'est pas vrai, pas vrai. Alors, pour faire un chip, c'est pas 2 ans qu'il faut. Hein. Pour le premier, c'est au moins 3-4 ans. Apple, qui est quand même juste un des meilleurs. Deuxième chose, c'est de faire un écosystème. Mais qui a su faire un écosystème aujourd'hui ? Microsoft, Apple et Google. Personne d'autre. Okay. Et puis c'est super compliqué. C'est un long chemin. C'est super compliqué. Et Xiaomi, super compliqué. Dans leur non, mais je parle aux États-Unis. L'environnement chinois est très très particulier, donc on va parler d'un environnement ouvert. Okay. Et puis la dernière chose, c'est les agents, enfin l'agentique. Alors là, normalement, c'est là où ils devraient arriver, mais c'est pas les seuls. Et quand je regarde leurs concurrents, ils maîtrisent l'agentique aussi. Hein, si on prend par exemple Google, ils maîtrisent déjà des écosystèmes. Et pour un certain nombre d'entre eux, dont par exemple Google, mais pas uniquement Apple, ils maîtrisent le chipset. Donc sur le papier, tant bien même ils ont l'idée géniale, la mise en place de l'idée géniale, leurs concurrents, ils sont rodés. Et on ne fait pas 10 millions de devices ou plus comme ça, avec un niveau de qualité. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc des choses qui peuvent arriver à 2 ans, je raisonne en live, hein. Choses qui peuvent arriver à 2 ans. 2 ans, c'est le cycle d'un semi-conducteur. Donc pour avoir une nouvelle génération, ça veut dire que le chip qui va servir à cet appareil, s'il n'existe pas aujourd'hui, il est impossible à faire. Donc il suffit de regarder le catalogue des grands fabricants. Il y a par contre peut-être quelque chose à faire sur la 3D, parce que ça c'est une technologie grand public
qui n'a pas été déployé aujourd'hui. Et donc, c'est clair qu'il y a peut-être quelque chose à imaginer autour de la 3D. On n'a pas trouvé le bon réceptacle de la 3D pour le moment, mais techniquement, elle est maîtrisée maintenant avec ce qu'on appelle les écrans autostéréoscopiques. Par contre, c'est des technologies chinoises ou coréennes. Il y a une question quand même qu'on n'a pas trop discutée, mais OpenAI reste une boîte américaine. La logique de la souveraineté, et si on met un objet dans chaque foyer américain, il va falloir quand même offrir des sacrées garanties sur la privacy, etc. Et alors là, par contre, je ne suis pas tout à fait sûr que ce problème a été travaillé. Mais si on regarde, moi je pense qu'il y a les écrans, et après il y a un petit peu autre chose. Ils ont dit que ce serait sans écran. Hein. Et après, donc, dans ces cas-là, il y a les capteurs spectroscopiques qui sont les capteurs qui permettent de récupérer de l'information. On parlait de nouveaux capteurs. Les caméras, c'est sûr. Les micros, c'est sûr. Tout ce qu'on appelle tout ce qui va être stéroscopie. Aujourd'hui, c'est la capacité qu'ont ces sortes de caméras de capturer les composants chimiques de la matière. Ça, dopé à une AI, ça permettrait de savoir si on peut manger une viande, si on a des problèmes de peau. Tout ce que tu viens de dire, pourquoi un smartphone ne peut pas le faire? Non, mais il peut le faire. Si je l'intègre dans un smartphone, ça voudrait dire que ça voudrait dire que en fait OpenAI garderait des fonctionnalités un peu premium et innovantes à son objet. Mais ça veut dire que malgré tout, pendant ce temps-là, il se priverait de bénéfices et on va dire d'un business monstrueux en ne proposant pas son écosystème à Samsung, à Apple et aux autres. C'est ça aussi le problème. Moi, Fred. Moi j'ai un truc tout basique. Je me dis qu'est-ce qu'on a toujours avec nous pratiquement, c'est notre téléphone et notre portefeuille. Donc je pense que ça va être sans doute une histoire de wallet. Tu vois, un truc wallet avec tous les capteurs, l'assistant, enfin toute cette intelligence autour et qui va communiquer, qui va. Il y a une division à mon avis qui est pas tranchée. Il faut voir d'où vient Johnny Ive. C'est clairement le champ de la maison reste très ouvert. Le champ du wearable est beaucoup plus fermé. Le champ de la maison, c'est il y a plein d'endroits dans la maison où on peut mettre un petit quelque chose. Ce qu'on peut porter sur soi est quand même très limité parce qu'on porte très peu de choses. Donc quelque part, moi je suis OpenAI. Le portefeuille, tu l'as toujours. Oui, non, mais je suis OpenAI. Est-ce que j'ai envie de contrôler ma maison? Thomas, t'as pas un objet dans ta maison qui t'aide intellectuellement, et puis dès que tu sors, tu deviens con. Enfin, ça n'existe pas. T'as ton wallet qui va t'ouvrir quand tu as ton badge pour sortir de chez toi, rentrer chez toi, pour déjeuner, tu vas avoir les capteurs. Encore une fois, je vais en Chine. Je parie pour le wallet. Je vais en Chine. Personne ne m'en parle. Les Chinois, ils travaillent. Mais parce qu'ils savent que tu viens dans Tech & Co le soir. Voilà, oui, exactement ça. Dites rien. Ça y est. Dites rien, au contraire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils y travaillent, mais pas sur un objet à côté. Ça veut dire qu'ils y travaillent dans le smartphone. Donc aujourd'hui, moi, je pense que des gens comme Apple, des gens comme Google, des gens comme Huawei, des gens comme Xiaomi, des gens comme Oppo, Vivo, etc., et des gens comme Samsung, ils travaillent de l'intégration de l'intelligence artificielle beaucoup plus poussée dans un smartphone. Et c'est pour ça, très probablement, qu'il n'y a pas de fuite sur d'autres objets, parce que ça fait partie de leur roadmap intégrée à des smartphones. C'est une conviction personnelle, j'en ai bien sûr pas la preuve, mais voilà où j'en suis aujourd'hui dans mes réflexions. Vous avez vu, ça fait fantasmer quand même cet objet. Hein, on verra bien. Écoutez, mais bon, c'est vrai qu'avec Jonathan Ive derrière, ça ajoute quand même un côté un peu, j'allais dire presque mystique, quoi. Parce que Jonathan Ive, c'est Steve Jobs. Steve Jobs, bon voilà, c'est la grande époque de l'iPhone, etc. Pense à ce que tu as toujours sur toi, ton téléphone, ton smartphone et tes clés. Oui, tes lunettes. C'est tout à fait une prédiction. Des lunettes. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui 5 ou 6 candidats avec des dessins et qu'ils n'ont pas décidé lequel. Ils n'ont pas décidé encore. Il faut qu'ils se dépêchent parce que tu disais que donc le cycle, c'est 2 ans. J'ai encore ma chance avec mon wallet. Tu peux encore. T'écoutes? Je leur écris demain. Allez, on enchaîne avec un autre sujet. On revient en Europe avec cette Europe qui doit lever des obstacles à l'IA pour ne pas se mettre en péril. Et c'est le constat que fait Christine Lagarde, qui est assez accablant. Hein. Mais force est de constater qu'elle a raison. Dans la course de l'IA, l'Europe a déjà pris un retard considérable, notamment en matière d'investissement. Anthony Morel nous expliquait tout ça ce matin dans Good Morning Business, bien sûr. C'est-à-dire que dans cette course, vous avez les États-Unis et la Chine qui sont en Formule 1 et l'Europe qui est en trottinette, pour le dire très simplement, quels que soient les indicateurs que l'on regarde sur les investissements. Par exemple, c'est assez flagrant, rien qu'hier, Amazon qui annonce 50 milliards d'investissements dans des infrastructures IA pour le gouvernement américain. Et j'allais dire, c'est un lundi comme un autre, c'est-à-dire que c'est devenu extrêmement banal. Il n'y a pas une semaine sans qu'on ait des investissements à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliards de dollars. Ça ne veut pas dire que l'Europe est complètement absente. Hein. Par exemple, Ursula von der
der Leyen a annoncé un plan d'investissement public-privé de 200 milliards, mais ça reste des investissements dans le futur, hypothétiques, là où la Chine et les États-Unis sont déjà dans le concret. Si on regarde d'autres indicateurs qui sont notamment mis en avant par une étude de Stanford, les dépôts de brevets liés à l'IA générative sur 10 ans, 70% sont déposés par la Chine, 12% par les États-Unis et 3% seulement environ par l'Europe. La puissance de calcul aussi, si l'on regarde les États-Unis et la Chine, ils représentent environ 90% des GPU mondiaux pour entraîner l'intelligence artificielle, ce qui laisse assez peu de place pour le reste du monde et notamment pour l'Europe. Les modèles de référence d'IA générative, en 2024, les États-Unis en ont produit 40, donc tous les modèles de ChatGPT, Gemini, Grok et autres. La Chine, c'est 15, DeepSeek, Alibaba et consorts. Et en Europe, eh bien, on en note seulement 3. Et alors, ils ne donnent pas le détail, mais c'est probablement des différents modèles de Mistral. On a des champions qui sont valeureux, mais qui sont petits par rapport à la concurrence. La valorisation de Mistral aujourd'hui, c'est 12 milliards d'euros. Anthropic, c'est 150 milliards. OpenAI, 500 milliards. Là encore, il manque 1 ou 2 zéros. Et puis, il y a toute la partie adoption également. Et là aussi, les entreprises européennes sont en retard. 13% d'entre elles seulement utilisent aussi aujourd'hui l'intelligence artificielle. Or ça, eh bien, c'est un risque à terme de déclassement économique parce que tous les gains de productivité promis par l'intelligence artificielle, eh bien, ce sont les entreprises américaines et chinoises notamment qui l'utilisent en premier qui vont en profiter les premières. Voilà, ce constat qui est peu réjouissant, finalement. Alors, c'est un avertissement, mais est-ce que c'est pas un peu trop tard quand on voit, on va dire, cet écart entre les États-Unis, la Chine et puis l'Europe. Anthony le disait, 3 modèles chez nous en France, alors qu'il y en a 40 aux États-Unis et 15 en Chine. Quel est votre point de vue là-dessus ? Moi, je vais être méchant, ok, parce que... C'est pas ton style en plus. Non, mais là, en général, t'es gentil comme un petit agneau de la Drôme. Je vais être méchant parce que je constate qu'on est à peu près 6 semaines du 1er janvier. Donc tous les politiciens cherchent désespérément à être dans le bêtisier. Je pense qu'elle va y arriver, ok. Madame Lagarde, elle a son travail à faire, et son travail à faire, c'est pas s'occuper de l'intelligence artificielle. Il y a une question de stablecoin. Hier soir, il y a une question de stablecoin. Il y a une question d'euros, de bitcoin d'euros, enfin, de ce que vous appelez ça, ce que vous voulez. Si elle veut aider les AI, qu'elle oblige à passer des commandes d'État ou d'une manière ou d'une autre, elle a des tas de leviers, ok, plutôt que de crier au feu. 3 ans après le début de l'incendie, quand même, parce que c'est pas nouveau, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait pendant ces 3 ans ? Alors, là, elle a lu le rapport Draghi, là. Oui, qui est sorti il y a 1 an et demi. Bon, donc Madame Lagarde, on vous remercie de nous mettre en garde, ok ? C'est pas tout à fait ce qu'on attendait de vous. Deuxième chose, et après, je vous laisse la parole, mon cher ami. Deuxième chose, moi, ce qui m'a choqué dans son discours, c'est qu'elle dit utiliser les AI pour faire de la productivité, c'est pas très grave si on n'en a pas nous-mêmes. C'est ce qu'elle a dit, ok ? En clair, ce qu'elle est en train de dire, parce que c'est laisser les Américains rentrer avec leur AI, filer-leur les datas et utiliser les AI américaines. Mais plus bas, elle dit il faut qu'on ait une Europe plus productrice que consommatrice. Oui. Enfin, ce qu'elle dit, parce que de toute façon, ce ne sera pas les Chinois qu'on va laisser rentrer, c'est ouvrez tout, laissons rentrer les Américains, c'est l'anti-Breton. Alors, Breton était peut-être allé un peu loin, mais elle va complètement... Elle lâche les chevaux, quoi. Elle lâche complètement, allez, les Américains, entrez, allez-y. Puis Mistral, c'est pas très grave. Et puis les clouds, c'est pas très grave. De toute façon, on a l'électricité pas chère. Puis on a des centrales nucléaires, donc on va vous filer un coup de main. Et nous, on va l'utiliser, on va vous payer. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Voilà, donc c'était mon coup de gueule froid, parce que je trouve qu'elle se réveille tard, et elle se réveille du mauvais pied. Alors moi aussi, je me réveille du mauvais pied contre elle, voilà. Eh ben voilà, ça c'est dit. Après, elle a quand même une certaine légitimité. Voilà, elle représente la Banque Centrale Européenne, donc elle peut donner son avis sur l'IA. Elle peut donner son avis sur tout. Non, mais évidemment. Oui, évidemment. Bon, je ne trouve pas qu'elle soit complètement déconnectée. Aujourd'hui, on a quand même un vrai problème, c'est qu'on a perdu la guerre du marketing. D'accord ? On est dans une dépendance marketing. Aujourd'hui, tout le monde est drogué à OpenAI, ChatGPT, etc. On a déjà créé la même addiction qu'on avait avec l'Internet, qui était des technologies américaines. On a déjà créé ça. C'est-à-dire, quelque part, c'est bien tard pour se réveiller sur le fait qu'au niveau du régulateur, au niveau même du marketing des sociétés qui auraient pu distribuer des produits aux consommateurs, on a aujourd'hui laissé les consommateurs décider par eux-mêmes et ils ont choisi de prendre des produits américains. Peut-être parce que c'est aussi les meilleurs, accessoirement. Oui, mais on aurait pu
clairement faire un certain nombre de choses différemment. La deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter de comparer les investissements dans les data centers. Ça n'a aucun sens. Je n'arrive pas à me faire entendre sur le sujet. La taille... Je t'interromps parce qu'on a eu rapidement cette discussion tout à l'heure. Je me disais, si Trump n'était pas là avec toute son exubérance, est-ce qu'on parlerait en centaines de milliards de les investissements aujourd'hui, comme on le fait aujourd'hui, ou est-ce qu'on parlerait en dizaines de milliards, quoi. On serait avec des... On a eu cette conversation hors micro, mais grosso modo, pour revenir des États-Unis, discuter avec des gens proches de l'administration Trump, et il dit c'est très simple, aujourd'hui, nous, l'administration Trump, nous nous mettons au service des entreprises américaines, à la condition unique, et c'est ça que devrait faire Madame Lagarde également, qui quand même, moi je l'apprécie beaucoup, c'est de dire, vous avez le droit de faire tous les profits, on va mettre toute la puissance américaine à votre service, à l'unique condition que les profits que vous allez faire grâce à nous soient réinvestis en emploi américain et en data center américain. On devrait faire exactement la même chose. Vous allez gagner beaucoup d'argent, vous, les entreprises européennes, mais quand vous gagnez de l'argent, vous investissez dans des data centers, dans des jobs en Europe, dans des business en Europe. Le plus intéressant... Donc cette course aux data centers en Europe, et notamment en France, ça ne sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, c'est que c'est accessoire par rapport aux problématiques qui sont les nôtres. On a déjà perdu cette course des data centers. Ils ont plus d'argent, ils ont plus de puces, ils ont plus d'accès. Donc cette course, on en aura besoin, mais il ne faut pas faire le concours du plus gros data center. On en aura besoin, mais comme quand on parle avec les gens de la R&D de Google, ils vous expliquent que, et c'est pour ça que les Chinois restent compétitifs alors qu'ils n'ont pas les meilleures puces et qu'ils n'ont pas les plus gros investissements en data center, c'est que c'est les algorithmes qui vont faire ça. C'est les données, les algorithmes. Donc, la puissance de calcul, elle est importante, mais c'est une mauvaise course pour les Européens, et c'est une course qu'il ne faut même pas accepter de servir de benchmark. Par contre, et c'est là où c'est très important, là je rentre des États-Unis où j'ai rencontré des patrons indiens. Aujourd'hui, imaginez-vous le problème de l'Indien. L'Indien, il fait du programming de base. D'accord ? Et ils sont devenus quand même les patrons de la technologie avec les Chinois de très loin. Et on ne met pas trop assez l'Inde dans la map globale de la transformation qu'on va voir. Ces gens-là vont voir leur métier s'effondrer. C'est-à-dire le fait de dire j'ai des tâches manuelles répétitives à mettre en Inde. L'IA va passer par là. Voilà. Qu'est-ce que font les entrepreneurs indiens qui ont réussi ? Bon, déjà, ils ont des ingénieurs de bonne qualité. Ils en produisent énormément. Ils disent voilà, vous, entreprise américaine, donnez-moi vos données. Je vais vous fabriquer des agents qui vont vous permettre de transformer votre business. C'est le nouveau modèle de la SS2I. Ça, il faut le faire. Ça, il faut dire aux entreprises, aux PME européennes, aux grosses sociétés européennes, donnez à des ingénieurs de qualité qu'on a aussi en Europe l'accès à vos données pour que vous puissiez programmer des agents, qu'on puisse inventer de nouvelles choses et qu'on ne soit pas à 3% des brevets ou 12% des Américains. Et pourquoi ça se passe comme ça en Chine ? Parce que les Chinois le font. Le gouvernement offre une sorte de gros incentive à travailler en collaboration, j'ai vu des présentations avec les universités chinoises, avec l'ensemble de l'écosystème pour dire aidez-nous à faire des robots pour remplacer les humains, mais aidez-nous à consommer local. Il y a un problème en Europe qui est de dire on a besoin, l'IA va transformer nos business, on le sait. On peut dire que ça va se faire en 2 ans, en 5 ans, en 20 ans, mais ça va le faire. Ce qui est hyper important, c'est que les entreprises européennes, les entrepreneurs européens travaillent à créer des écosystèmes entre les boîtes qui ont besoin de se transformer et les sociétés capables de le faire. Et si on va le demander à Microsoft, et si on va le demander à... Eh bien, on va faire perdu. Parce que de toutes les manières, la donnée va partir aux États-Unis, le savoir-faire va partir d'une forme de logiciel qui sera commercialisé par des tiers non européens. Et donc, si elle veut relancer son économie, c'est surtout de casser ces barrières en disant on va essayer d'utiliser tous nos capitaux pour aller essayer de faire la course au data center qu'on va perdre, alors que ce qui compte, c'est qu'on transforme nos business pour adopter l'IA et être plus productif pour derrière pouvoir gagner dans le jeu du commerce international. Et on est complètement bloqué sur des trucs... c'est comme les mecs qui construisent des autoroutes, ils n'ont pas de voiture. Excuse-moi. Je vois qu'on s'énerve tous les deux. Ouais, vous êtes un petit peu là à la fin là. Mais oui, parce que c'est vrai que quand on a déjà vu le film sur la mobilité, sur l'internet et qu'on voit la même chose, on se dit mais qu'est-ce qu'on a appris ? Pour gagner, il faut 2 choses, de l'argent et des hommes. Il n'y a pas d'autre solution. Et après, il faut de la méthodologie, etc. Il faut autre chose aussi, je pense, en Europe. Il faut une culture du risque. Et la culture du risque, oui, mais on peut l'avoir nous-mêmes, voilà, on prend des risques. Il faut créer des conditions. Mais on n'a pas les conditions de cette culture du risque. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Oui, mais on n'a pas cette condition de la culture du risque, tu vois. Les investissements, tout ça... Pour revenir, il y a quand même des gens qui prennent des risques en Europe et qui s'expatrient pour aller aux États-Unis et donc ils prennent des risques aux États-Unis. Donc faisons-les revenir. Ok, donc il y a un problème d'imposition, il y a un problème de fiscalité, Madame Lagarde. Il y a un problème de faire en sorte que les capitaux ils ne partent pas aux États-Unis, Madame Lagarde. Les données. Je veux dire, elle a du travail. Elle a du travail. Ok, donc qu'elle vienne nous expliquer ce qu'elle fait pour améliorer la situation.
Et pas pour dire, il n'y a qu'un faucon. S'en fiche. Mais le gros souci on a de l'argent aux investisseurs. On n'a pas suffisamment pour avoir plus. On n'a pas de fonds de pension aujourd'hui. Voilà. Faudrait tout ça, ce serait. Et on a de l'épargne. Oui, mais on a de l'épargne. On a de l'épargne. Oui, mais l'épargne aujourd'hui, tu peux pas. Quand tu as quelqu'un qui. La différence, tu as quelqu'un américain, il investit dans un fonds de pension. Il a 25 ans, il met de l'argent en fonds de pension. Dans 40 ans, il récupérera pour son épargne. Aujourd'hui, tu mets de l'argent dans ton assurance vie. Le critère prudentiel, c'est que ton banquier doit pouvoir te dire si demain vous avez besoin de l'argent, je vous le rends, et puis je vais essayer de vous donner 5%. On est sur 8 ans, 10 ans. Comment veux-tu que derrière, on utilise cet argent pour investir sur des choses qui vont transformer le monde? Ça, c'est, pour moi, là, on a un vrai souci. On a un vrai souci de créer cet écosystème aussi, mais de leur donner la chance d'y aller, cette culture du risque. On bloque tout. Pour le recrutement, c'est compliqué. Enfin, pour le recrutement, tu recrutes, tu dois revoir un peu ton organisation. C'est hyper compliqué. Tu en as pour 2 ans à virer, c'est un peu dur ce que je dis, à virer les gens, à te réorganiser. Il faut des... tu vois, là, je voyais une entreprise, là, c'était une start-up, une des licornes, ils sont 1200 aujourd'hui. Il me dit, écoute, s'il y a un retournement, mais comment je m'en sors? Si je dois faire un plan social, ça va me prendre 2 ans et demi. Voilà, moi je préfère partir. Ça coûte cher, surtout. Non, ça va me coûter cher. Et on a un gros souci chez nous aussi, c'est l'intégration produit-marché. On ne sait pas faire. Thomas. Pour rebondir, malheureusement, Yves, c'est pas Madame Lagarde pour la plupart des choses que tu demandes, c'est les gouvernements des pays qui sont pas unifiés et qui ont chacun des stratégies concurrentielles en disant viens chez moi, etc. Donc au lieu de travailler uniquement. Donc le discours, l'Europe, etc. Voilà. On en est loin. Aujourd'hui, l'Europe, il y a un projet de la Commission qui prend beaucoup trop de temps. On a un problème de vélocité. Je crois que le problème qu'on rencontre aujourd'hui, nous, on aide des PME ou des sociétés familiales assez grosses, à se transformer par l'IA. On a un sentiment qui n'est pas assez grand. Aujourd'hui, les gens aiment l'IA, trouvent ça formidable pour faire ChatGPT, mais ont du mal à sentir le vent du boulet arriver. Mais quand ils gagnent de l'argent, ils achètent des maisons, des immeubles et tout ça. Mais, ça plus, ça. Non, mais aujourd'hui, la décision des chefs d'entreprise, elle est très averse au risque, parce que l'environnement fiscal, social, etc. est très averse. Et donc là, nous, on est en train de discuter avec des PME européennes de très grande qualité. Qu'est-ce qu'on a décidé? On va mettre de l'IA et avoir un nouveau produit avec eux. Mais où est-ce qu'on le lance? On le lance aux États-Unis parce que la capacité qu'on aura à retrouver notre argent rapidement, il est par la dynamique du marché chinois ou du marché américain. Nous, notre consommation est atone pour toutes les raisons d'endettement, etc. Donc, vraiment, la problématique aujourd'hui, c'est d'être plus chinois que les Chinois. On devrait se dire, dans 5 ans, l'industrie européenne est irrelevant dans 80% des sujets si elle ne s'est pas digitalisée massivement pour passer à l'IA. Quels sont les plans que prennent chacun des chefs d'entreprise pour y arriver? Et il faut éviter d'apprendre des slides de cabinets de conseil qui vont dire voilà ce qui va changer et que derrière rien ne se passe. On a des diagnostics très justes sur ce qui va se passer, mais la prise de décision d'investissement de risque, elle existe. Je n'attends pas des hommes et des femmes politiques au niveau européen 3 ans après de dire il y a le feu. J'attends d'eux un certain nombre de solutions, un certain nombre d'idées, pas des constats 3 ans après. Créer un univers concurrentiel. Ouais, et puis surtout, les politiques, regardez, il reste 2 ans, 6 mois, et puis après ils s'en vont, ils prennent des décisions. On vient du salon Adopt AI, là, qui était ça bouge tout le temps. Je veux dire, il n'y a aucune stratégie, une vision au long terme. Le plan quinquennal chinois. C'est pas possible. Aujourd'hui, il y avait le salon, et demain, il y a le salon Adopt AI. Ce qui était très intéressant, c'est de voir comme la vitalité de l'écosystème. Il faut quand même... Oui, bien sûr. Il y a des fois, il faut... Non, mais c'est clair. Les hommes... Mais c'est d'autant plus rageant. Les hommes sont là. Ils sont là, les hommes. Donc les hommes sont là. Donc donnez-nous les capitaux. Et moi, je préfère les clients aux capitaux, pour être très clair. Les capitaux, ça veut dire refaire ce que fait Sam Altman, c'est-à-dire perdre de l'argent pour demain en gagner. L'Europe n'a jamais été capable de penser comme ça. Donc, on n'a pas le modèle chinois qui est piloté et sponsorisé par l'État, on n'a pas le modèle américain, mais par contre, prenez des risques, achetez aux sociétés qui ont des solutions. Public. Et au public ou privé. Entre autres. On l'a dit. Madame Lagarde, merci pour cette petite... On ne va pas à la garde. Merci en tous les cas, tous les 3. Merci Yves Metz. Bonsoir. Operating Partner chez Jolt Capital. Merci à Thomas Serval, PDG de Barracoda. À très vite, Thomas, bien sûr. Et merci à Frédéric Simotel. On se retrouve demain pour débriefer l'actu. Mais Tech & Co n'est pas terminé. Il n'est que 20h30. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble avec, au sommaire, cette Formule 1
qui fait aussi bien qu'un homme. On va en parler tout à l'heure, c'est le projet Aspire. Et puis juste après, tiens, on fera plaisir à tous les fans de jeux vidéo, le rétro gaming avec le retour de la console Vectrex. Et oui, il y a un projet, Fred est là, franchement, complètement, j'allais dire, sur son séant. Subjugué. Voilà, ben la console Vectrex qui a bercé, on va dire, les plus vieux d'entre nous, c'était l'une des premières consoles de jeux vidéo qu'on pouvait acheter, eh bien, elle va revenir grâce à un financement. Et on en parlera puisque le papa de ce financement sera avec nous tout à l'heure. Vous restez là, petite pause, et puis bien sûr le Tech Flash de Léa Benaïm, à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, très belle soirée. Merci de nous être fidèles. Tech & Co, la quotidienne, tous les soirs 19h30, 21h et à 20h30. Comme chaque soir, il est temps de retrouver un condensé de l'actu tech du jour. C'est le Tech Flash et c'est avec, bien sûr, Léa Benaïm. Salut Léa. Bonsoir François, bonsoir à tous. Et à la une, la compétition de la meilleure IA bat son plein. Anthropic a présenté cette nuit Claude Opus 4.5, une réponse à GPT-5 d'OpenAI lancée le 12 novembre et Gemini 3 de Google lancé le 18. La promesse, une IA qui planifie, qui code et surtout qui ne s'arrête jamais. Selon les benchmarks, Claude dépasserait désormais ses concurrents en termes de performance. Et toujours dans l'IA, OpenAI s'attaque une nouvelle fois à Google. Le géant a dévoilé aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité Shopping Research, un assistant pensé pour accompagner l'utilisateur dans ses choix de produits et surtout accessible dès maintenant et gratuitement avec un usage presque illimité jusqu'aux fêtes de fin d'année. Et puis Léa, on a de nouvelles infos sur le mystérieux projet de Jonathan Ive et Sam Altman. Oui, avec une date approximative, le fameux produit sortirait dans moins de 2 ans selon Johnny Ive. Les deux dirigeants ont révélé que le design du produit avait enfin été finalisé. Un prototype existe, mais sous quelle forme ? On ne sait pas encore. En tout cas, le duo accélère. Plus de 40 recrutements en moins d'un mois, dont une dizaine d'ingénieurs débauchés directement chez Apple. En Europe, les régulateurs reviennent à la charge avec l'USB-C après avoir forcé la main aux fabricants de smartphones et tablettes. L'Union européenne s'attaque désormais aux câbles qui traînent derrière nos meubles. Dès 2028, les chargeurs des box internet, routeurs et consoles devront obligatoirement intégrer un port USB-C. Concernant les ordinateurs portables, la deadline, elle, est fixée au printemps. Et enfin, c'est une première mondiale. 2 chirurgiens français ont opéré un patient qui se trouvait à 10 000 km de distance. Une opération de téléchirurgie réalisée grâce à un robot. Le patient atteint d'une maladie cardiaque se trouvait en Chine et ses médecins à Bordeaux. Durée de l'opération, 20 minutes. Le patient est reparti, lui, 2 jours plus tard, signe du succès de l'intervention. Et enfin, je vous donne rendez-vous ce soir à 22h30 sur BFM Business pour un nouvel épisode de Tech & Co Business avec Frédéric Simotel. Au programme, comment se protéger des attaques cyber pendant le Black Friday. Pour l'occasion, Benjamin Barrier, cofondateur de Datadome, était sur le plateau. On écoute un extrait. Il y a une étude qui a été publiée récemment qui a montré qu'il y avait une augmentation là, sur le dernier mois de 250% des fausses plateformes e-commerce. Ah oui, d'accord. Donc plus que jamais, il faut faire attention où est-ce qu'on fait ces emplettes avant Noël. Et donc c'est la protection de ces connexions qui reste insuffisante aujourd'hui ? Exactement. Donc quand on parle de la création des faux comptes, c'est un problème pour les sites e-commerçants parce que des robots vont très facilement créer des dizaines de milliers, de centaines de milliers de faux comptes qu'ils vont utiliser soit pour mobiliser des stocks, des inventaires de vente qui étaient limités, soit éventuellement utiliser ces faux comptes pour aller utiliser des moyens de paiement qu'ils auraient dérobés par ailleurs. Donc ça, c'est un gros problème pour les e-commerçants, il y a beaucoup à perdre. Mais la seconde statistique qui est vraiment importante à garder en tête pour tous les gens qui vont profiter de ce Black Friday, c'est la résurgence des tentatives de fraude. Oui. Et donc c'est pareil, de la même façon, il faut être extrêmement vigilant. Voilà, retrouvez ce soir donc Tech & Co Business avec Frédéric Simotel, bien sûr, sur BFM Business et à la radio, 20h35. Il est temps de parler de voitures autonomes, mais attention, une voiture autonome qui va très très vite. On en parle avec mon invité. Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Voilà, une voiture de course autonome qui tient tête à un pilote de F1. On aurait pu se dire, oui, bon, est-ce que c'est possible ou pas ? Il y a quelques années, on aurait rigolé. Mais là, maintenant, on rigole moins parce qu'on le voit. Aujourd'hui, on arrive à avoir, on va dire, grâce aux capteurs, à tous les radars, les lidars qu'il y a dans les véhicules et surtout toute l'informatique embarquée, une précision de conduite grâce à la robotique qui parfois peut surpasser les humains. Alors peut-être pas encore totalement, mais on n'en est pas loin. On va en parler avec Stéphane Timpano. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Vous êtes le PDG d'Aspire, qui est donc un pilier technologique du Advanced Technology Research Council, l'ATRC, qui est aux Émirats Arabes Unis. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà ce qu'est Aspire, s'il vous plaît ? Aspire, c'est une unité d'ATRC qui s'occupe d'identifier les besoins technologiques des Émirats Arabes Unis. Et en collaboration avec TII et Venture One, qui sont les autres deux piliers d'ATRC, nous travaillons pour les sociétés d'Abu Dhabi pour développer des technologies souveraines ou des technologies qui servent au développement économique du pays. D'accord. Et donc, vous avez pris là comme exemple la Formule 1. Mais l'idée, c'est qu'après, toutes ces technologies puissent être, on va dire, multipliées et répétées sur d'autres secteurs. C'est ça l'idée ? Absolument. Aux Émirats Arabes Unis, il y a un énorme focus sur la mobilité du futur parce que ce sont des villes qui croissent énormément. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on a 2-3 millions d'habitants dans une ville, on aura 7 ou 8 dans quelques années. Le besoin de informer les gens aussi sur ce qu'est la mobilité. Le projet E2RL, The Abu Dhabi Autonomous Racing League, et fait exactement ça. C'est amener au grand public ce que la mobilité de demain peut faire. Alors justement, racontez-nous ce que peut faire cette voiture, cette Formule 1 autonome. Alors nous avons pris il y a ça 2 ans un pari fou, qui était celui de faire une course de voitures autonomes. Tout le monde nous a pris pour des illuminés. Il y a ça 2 ans et demi, on a fait un accord avec JRP, qui sont les Japonais qui roulent sur les Super Formula, pour acheter des Super Formula que vous voyez maintenant sur vos écrans. Ce sont les voitures les plus proches des Formule 1. Elles ont une capacité d'aller à plus de 300 km/h. Il y a 600 chevaux. Elles pèsent 100 kg de moins que les Formule 1 et dans les virages, elles vont beaucoup, beaucoup plus vite. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la voiture, on a sorti le module humain, c'est-à-dire là où s'assoit le pilote. On a enlevé plus de cockpit, plus d'halo, plus rien. Et à la place de ce cockpit, on a insérer un module autonome. Ce module autonome, qui a été développé par nos cousins de TII, a une structure, un squelette qui reproduise les pieds et les mains, donc qui donne des actuateurs, qui donnent... Donc vous avez gardé quand même le mécanisme du véhicule. Absolument, absolument. Il n'y a plus de volant ? Il n'y a plus de volant. Mais en revanche, il y a les pédales. Absolument, dans l'actuateur, dans les actuateurs. Et autour de ça, on a mis un ordinateur et tout un système de capteurs. Donc vous faisiez référence avant, des radars, des lidars, des caméras, un signal GPS, une caméra 3D. Il y a 13 capteurs qui sont tout autour de la voiture. Ces capteurs, quand ils sont sur la piste, analysent, récoltent toutes les informations, les envoient dans l'ordinateur, un super ordinateur qu'on a dans le cockpit, au-dessus des actuateurs, et avec un effet de sensor fusion, c'est-à-dire d'analyse complète de toutes les données qui sont disponibles, les fournissent à l'agent AI qui est dans la voiture. Et c'est là que la compétition commence, c'est là où nos 11 équipes internationales font la compétition, elles ont toutes la même voiture, elles ont les mêmes performances de voiture, mais elles ont un agent qui est leur agent, qu'elles ont formé pendant des mois et des mois à courir sur certains circuits, et qui vont prendre les décisions tout seuls pendant la course. Avec comme objectif d'arriver le plus vite possible ? Absolument. Franchir la ligne d'arrivée. C'est une vraie course. Et alors, qu'est-ce que ça a donné ? On a fait 2 courses. Une course qui était humain versus AI. Donc on a mis Daniel Caviard, qui est notre pilote de Formule 1, qui nous a toujours assisté dans ce projet fou. Et qui adore en fait la technologie. Et qui n'a pas peur de se mettre en question contre les machines. Et donc il y a 3 ans, 2 ans et demi, la première fois qu'on a essayé de faire une course humain contre machine, il y a eu plus de 3 minutes et demie de différence. C'est-à-dire que l'humain était en avance de 3 minutes et demie. Absolument. Ça, c'était il y a 1 an. Il y a 1 an. Il y a presque 3 ans. 3 ans, pardon. Premiers essais. Il y a 18 mois, la première course que nous avons fait à Abu Dhabi, il y avait 10 secondes entre l'humain et la machine AI. Énorme progrès déjà. Un énorme progrès. On pensait pouvoir faire un catch-up en 2-3 ans, parce que les 10 dernières secondes, ce sont les plus compliquées. Et en réalité, on a fait quasiment un catch-up cette fois-ci. Donc l'humain a toujours un peu d'avance.
mais pas grand-chose. On a lancé la voiture AI avant la voiture humaine, avec 10 secondes d'avance. Dany l'a récupéré 9 secondes et demie presque sur la voiture humaine, n'a pas eu le temps de la dépasser parce qu'il n'y avait que 10 tours de course. Donc on n'a pas prouvé que l'AI est plus forte que l'humain encore, mais on est vraiment très très proche. Mais le pilote humain a combattu face à l'IA pour essayer de grappiller ces secondes d'avance. Absolument, et il a souffert. La seconde course, c'était une course plus classique avec 6 voitures, donc des 6 meilleures équipes qu'on voit maintenant sur les écrans. Et c'était une vraie course de Formule 1 où on a eu droit à tout. On a eu droit à des dépassements, on a eu droit à des voitures qui se mettaient pression. Et puis on a eu droit aussi à un accident sur la fin, ce qui était un peu de drame, mais c'est toujours ce que les personnes veulent quand ils viennent à une course. C'est dingue. Donc l'idée, c'est d'accélérer l'innovation mondiale avec ces grands programmes technologiques. Aujourd'hui, la F1, mais demain, ça pourrait être des drones, ça pourrait être, on va dire, des robotaxis. Absolument. C'est ça l'idée. Parce que toute cette technologie, si elle arrive à être 100% sécure ou 99% sécure à 300 km/h, dans la ville, elle va se balader, quoi. Absolument. Parce que c'est pas un taxi qui va à 60 km/h sur des rues bien définies. Ça, ce sont des voitures qui font des choses extraordinaires à 300 km/h. On a déjà fait la même compétition avec des drones en avril. Et là, pour la première fois, on a eu un pilote FPV, champion du monde plusieurs fois, qui a été battu par un drone autonome. Une équipe hollandaise, un de nos compétiteurs. Donc là, c'était quoi? C'était une compétition de drones qui doit passer des obstacles, etc. Absolument, à 35 mètres par seconde. Et la machine a gagné contre l'humain. La prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est de continuer la ligue dans les prochaines 2 années, continuer avec les drones et avec les voitures, et prouver que l'AI peut vraiment devenir très performante et devenir un compétiteur de l'humain. Et peut-être aussi demain ouvrir de nouvelles voies sur la course et sur le racing et intégrer l'autonomie dans les courses actuelles. L'idée aussi, c'est peut-être après de commercialiser toutes vos solutions, c'est ça. Peut-être que demain, un constructeur automobile se dira, attendez, finalement, c'est ce qu'on disait, quoi. Ça marche à 300 km/h, j'achète le package d'Aspire pour mon véhicule. C'est ce qu'on fait avec ATRC déjà actuellement. Une de nos sociétés sœurs, Venture One, a développé une startup qui s'appelle SteerAI, qui utilise le même kit et qui le déploie dans des véhicules à Abu Dhabi. Mais des véhicules, on va dire, plus traditionnels, on va dire, c'est ça? Ça peut être des véhicules de la fonction publique, des voitures de la police, des ambulances, des taxis. Vous qui vivez, j'imagine, beaucoup dans les Émirats, est-ce que vous voyez cette accélération technologique là-bas? Qu'est-ce qui vous bluffe, en fait? Il y a une vision très ambitieuse. On regarde pas à 3 ans, pas à 5 ans, mais à 15, 20, 30 ans, et sans trop hésiter. On teste beaucoup de choses. Parfois, on fait des erreurs, mais la vision est très très claire et le commitment est très très clair, ce qui permet aux chercheurs et aux entrepreneurs de vraiment pouvoir avoir assez de chemin en face d'eux pour pouvoir avoir un impact. Il y a des moyens aussi. Et des moyens, un commitment. Oui, c'est clair. Merci beaucoup Stéphane Tapano, c'est passionnant. Tout ça, vous êtes le PDG d'Aspire. On va suivre les évolutions de tout cela avec beaucoup d'attention. Merci. Merci. Il est 20h44. Tout à l'heure, on va parler d'une console de jeu qui revient, les amis. C'est la console Vectrex. On en parlera avec mon invité. Mais auparavant, petite escapade du côté du site de Tech & Co, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Et j'accueille Salomé Ferrari. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Et donc OpenAI continue de marcher sur les plates-bandes de Google. La start-up vient de lancer Shopping Research. Peut-être en avez-vous entendu parler. C'est une option pour faire son shopping en ligne. Mais alors comment ça fonctionne? En quoi ça consiste, Salomé? Alors, OpenAI décrit Shopping Research comme une nouvelle expérience qui serait directement intégrée à ChatGPT. Alors, ces mots, ils ne sont pas très clairs, mais ce qu'on peut un petit peu comprendre derrière ces éléments de langage, c'est que désormais, ChatGPT va permettre de lancer une recherche de produits en fonction de vos demandes. Alors, concrètement, d'habitude, par exemple, quand on cherche un cadeau de Noël, on passe des fois des heures et des heures à scroller sur plein de pages jusqu'à trouver le cadeau parfait. Là, la promesse de ChatGPT... Et parfois, on ne trouve pas en plus. Oui, c'est un petit peu le problème. C'est ça le souci.
ChatGPT vient un petit peu régler le problème, c'est qu'on va décrire exactement ce qu'on veut, parfois même avec des contraintes, par exemple la contrainte de budget. Et là, comme un prompt, comme on pose une question à ChatGPT de manière naturelle. Par exemple, je sais pas, moi je veux... Oui, je veux un air fryer pour 4 personnes, à moins de 50 €. C'est ça, ma cuisine elle est hyper petite, donc il me faut qu'il soit hyper compact. Et là, le chatbot va générer un guide d'achat entièrement personnalisé. Alors tu vas pas avoir une liste directement, ça va vraiment être une conversation pour que ChatGPT essaye un petit peu de cibler très précisément tes besoins. Donc il peut te poser des questions. Exactement, Okay. il va rebondir en fait sur ta demande. Et du coup, c'est une version un petit peu ultra personnalisée de Google Shopping. Tu peux avoir des résultats en quelques minutes et ça concerne des thématiques assez vastes, notamment l'électronique, la beauté, la cuisine et le sport. Bref, tu l'as compris, l'objectif c'est vraiment d'aller concurrencer Google Shopping à une période d'ailleurs qui est assez intéressante parce que c'est juste avant le Black Friday qui est une période d'achat très importante aux États-Unis, mais aussi quand même en France, et juste avant les fameuses périodes de Noël. Et ce n'est pas la première fois que ChatGPT s'intéresse au shopping et à Google. On en avait parlé il y a quelques mois. C'est ça, en septembre dernier justement, sur le plateau, on parlait d'Instant Checkout, qui est une fonction qui permettait de réaliser des achats directement depuis ChatGPT sans sortir en fait de la conversation. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles depuis, on n'a pas eu de lancement et officiellement la fonction est toujours en développement. Donc toi, je ne sais pas si tu as terminé tes cadeaux, mais je pense que c'est un petit peu l'occasion de tester la fonction. Le seul problème, c'est qu'effectivement, il faudra quand même que tu passes par un moteur de recherche pour finaliser ton achat. Tu as essayé ou pas? Non, pas encore. Mais cette fonctionnalité d'OpenAI Shopping est disponible en France? Oui, totalement en France. On peut pour tous tenter. les utilisateurs gratuits, pro, plus, tout le monde peut essayer. Allez. Ben on va tenter, on va bien voir. En plus, Black Friday, c'est vendredi, là. C'est clair, c'est l'occasion. On aura sans doute les meilleures affaires. Merci beaucoup, Salomé. Tiens, et pour avoir les bonnes affaires aussi du Black Friday, c'est sur le site de Tech & Co, n'hésitez pas. 20h47, on va parler jeux vidéo. Et là, on va s'intéresser aux vieux dinosaures qui ont commencé à connaître les joies du jeu vidéo. C'était dans les années 80, avec mon invité qui n'est pas un dinosaure. Attention, quand même, il ne faut pas exagérer. Pas loin. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Et c'est David Ogia que j'accueille sur le plateau de Tech & Co avec beaucoup de plaisir. Bonsoir David. Bonsoir François. Directeur du projet Vectrex Mini, mais David, tu es avant tout un passionné. Oh là, oui, voilà. Et depuis longtemps. Passionné. Oui, bien sûr, on se connaît depuis très longtemps. On se connaît depuis pas mal d'années. Donc tu tu fais des podcasts, tu es cinéphile, tu es joueur aussi. Comment on peut te présenter? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Eh bien, beaucoup de choses. J'ai été éditeur pendant très longtemps avec la société Brajlon. Ouais. J'étais directeur artistique de cette belle maison d'édition que j'ai quittée il y a quelques années maintenant. Après, j'ai un peu cherché ma voie et puis j'ai découvert Vectrex. Vectrex que je connaissais en tant que console. J'ai surtout découvert la personne qui possédait les droits de la marque. Alors, on attaque le vif du sujet. Exactement. Revenons, là on est quoi? On est au milieu des années 80? Ah non, début des années 80. Début des années 80, 82. 82, exactement. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, alors non, parce que si vous n'étiez pas né, oui, vous vous en souvenez pas. Mais pour tous ceux qui étaient nés et qui étaient, on va dire, jeunes ados dans les années 80, c'était le début du jeu vidéo. On parlait de la NES. On parlait de Ah non, c'est après ça. Ah non, c'était l'Intellivision. Ouais, il y avait l'Atari ST. L'Atari 2600. Voilà, 2600. Ça c'était la grand-mère. Avec le Pac-Man, Space Invaders et tout ça. Il y avait l'Intellivision, exactement, qui date de la même génération. Avec ce petit paddle rigolo qu'il y avait. Il y en avait une un peu plus chère qui était la ColecoVision, qui était une très belle console. Je l'avais. Elle était belle. Ah, tu étais un enfant. Avec des super graphismes, Donkey Kong, etc. Bah, exactement comme l'arcade, magnifique. C'est vrai. On avait une borne d'arcade à la maison, ça c'était vraiment incroyable. Mais ces consoles-là avaient une particularité, c'est que pour fonctionner, elles devaient être branchées sur la télé. Et Vectrex réglait ce problème. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer, mais à l'époque, dans les foyers, il n'y avait qu'une télévision généralement. Donc, les enfants qui avaient une console de jeux vidéo, il fallait qu'ils squattent la télé de la famille, ce qui posait parfois des petits problèmes de vie en commun. Donc, en effet, la console Vectrex, la vraie, celle de 1982, l'original, intégrait un écran tout à fait particulier. C'est un écran vectoriel. C'est d'ailleurs un écran d'oscilloscope Samsung. Et donc, l'intérêt de l'écran vectoriel, c'est que ça permettait des graphismes très fluides. Et donc, on avait une sensation de jeu d'arcade, de fluidité. Mais alors, des graphismes très sommaires qui étaient en noir et blanc.
Oui, teinté par des overlays de couleurs. Alors c'est là où l'idée était géniale quand même du concepteur de Vectrex, c'est que cette technologie, c'était un écran noir avec des petits faisceaux blancs. Je disais sommaire parce que c'est vrai que c'était très vectoriel quoi, comme graphisme. Oui, mais il y a eu des très grands jeux vectoriels comme Asteroid, évidemment, d'Atari, Battlezone, toujours d'Atari, ou le Star Wars du début des années 83, qui était un très très beau jeu vectoriel. Donc le fait que ce soit en vecteur, c'était pas un frein à l'imagination ou à la qualité des jeux. Il n'y avait pas de richesse de couleurs, quoi. Enfin, il y avait moins de couleurs, mais par contre, il y avait une fluidité dans les mouvements, dans les zooms ou dans la rapidité d'interaction du jeu qui était très étonnante pour l'époque. Donc c'était intelligemment pensé, et son créateur, Jay Smith, c'était aussi le créateur d'une console qui s'appelait la Microvision, qui était sortie 3 ans auparavant, qui est quand même la première console portable à cartouche 10 ans avant le Game Boy. Le problème du Vectrex, c'est que il n'a pas fait long feu. Hein. Non, il était trop cher. Et en plus, il est arrivé... Alors d'abord, c'était une console américaine, et elle est arrivée en 1983, vraiment au moment de la crise du jeu vidéo, parce que Atari avait fait un peu n'importe quoi en sortant des tonnes et des tonnes de jeux sur sa 2006. On se souvient de E.T. qui était un scandale absolu. Le jeu était tellement mauvais qu'ils ont fini par les enterrer dans le désert. Enfin, c'est une histoire de dingue. Mais c'est dingue, il y avait déjà des histoires comme ça. Ah, c'était fou. Donc il y a eu une vraie crise du jeu vidéo, ce qui fait que la Vectrex, qui coûtait assez cher, tombe au moment où les gens rejettent un peu le jeu vidéo. Et ça va faire beaucoup de mal à la société qui va la commercialiser, qui s'appelle GCE, qui est rachetée au bout d'un an au bord de la faillite par Milton Bradley, qui était le distributeur de la Vectrex à travers le monde. Mais Milton Bradley va tenir la production encore quelques mois, et après 18 mois de fabrication, la Vectrex disparaît. Et c'est bien triste. Oui, c'est bien triste, parce que c'était, on va dire, la première console, alors pas portable, mais comment dirais-je, 10 kilos, mais autonome, on va dire. En tout cas, voilà, qui n'avait pas besoin d'écran. Et c'était ça la vraie révolution. Rappelons qu'on était au tout début des années 80. David, donc cette console sort des radars, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour lancer ce projet ? Parce que ton projet, c'est de faire revivre cette console. C'est de faire revivre la marque. Alors, 2 choses. 1, elle n'est pas complètement sortie des radars parce qu'en 40 ans, il y a une communauté de fans de Vectrex qui est absolument incroyable, et il y a des milliers, enfin peut-être pas des milliers, mais des centaines de jeux qui ont été développés depuis, et des jeux absolument fantastiques. Est-ce qu'il reste beaucoup de consoles de l'époque qui sont en service ? Grande question. Alors, à l'époque, on a déjà du mal à savoir quels étaient les chiffres de production. Les rumeurs diraient que c'est entre 300 000 unités produites dans le monde à 1 million d'unités. Bon, on va dire qu'entre les deux, on a la bonne réponse. Aujourd'hui, le problème, c'est que ces consoles ont 40 ans. Alors, c'est généralement pas le tube qui lâche, c'est plutôt les condensateurs, les parties plus électroniques. Et 42 ans, c'est vieux pour une console, pour de l'électronique. Et donc, il y en a beaucoup qui tombent en panne. Et peu de gens savent les réparer parce que c'est de l'électronique à l'ancienne, on va dire. Passionné par cette console, tu as décidé de la faire revivre. Oui, et j'ai surtout rencontré Julien qui possédait les droits de la marque depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, 21 ans, je crois. Et il avait déjà tenté de faire revivre la marque Vectrex au travers d'une application au début des années 2010, une application formidable qui s'appelait Vectrex Regeneration, qui était faite par un Anglais. Malheureusement, elle a coûté très cher à se faire. Au début de l'iPad, à un moment où les gens n'étaient pas prêts à acheter, et donc ça a péri. Et puis c'était peut-être moins, on va dire, la folie du rétro gaming aussi à l'époque. Ouais, clairement. Donc moi j'ai rencontré Julien il y a une dizaine d'années, et je lui ai dit, mais moi, t'as la marque Vectrex, c'est incroyable, c'est vraiment une marque que j'adore. J'aimerais vraiment beaucoup faire quelque chose. Et puis les consoles mini sont arrivées, souviens-toi François, c'était en 2016, il y a eu la NES, puis la Super NES, la PS1, puis après il y a eu les premières consoles mini avec écran. Genre les Neo Geo mini avec écran, il y a eu l'Egret 2 qui est une magnifique console japonaise, il y a eu l'Astro City aussi, enfin il y en a eu plein. Et donc il y a 4-5 ans, j'ai dit à Julien, c'est bon, je sais ce que je veux faire une Vectrex mini parce que j'avais acheté toutes les mini possibles et imaginables, et donc je me suis dit il me faut la Donc tu allais voir une usine, enfin je veux dire, comment ça se passe? Alors pas du tout, j'ai été voir d'abord un gars qui a une chaîne YouTube qui est un Corse, qui s'appelle Eric, et Eric dans son coin sur sa chaîne YouTube il a fabriqué une Vectrex mini. Donc j'étais
époustouflé. J'ai appelé Eric, j'ai eu un peu de mal à le contacter parce que les Corses, hein, ça vit dans son île, ça n'a pas tellement envie de parler aux gens du Nord. Bref, on a fini par devenir très copains et Eric a fait celle-là. Voilà, le premier proto qu'on a eu de la Vectrex Mini. Et avec ce proto, je suis parti avec mon bâton de pèlerin. J'ai sillonné un peu l'Asie. Et j'ai fini par trouver une usine, surtout une boîte très sympa à Taïwan, avec lesquelles on a accroché. Et puis on s'est dit, voilà, faisons une cotation, voyons combien ça pourrait coûter à fabriquer. Et puis j'ai commencé à la montrer il y a 5 mois, au début juillet-août, sur les réseaux sociaux. Et j'ai été invité par un type formidable à la Gamescom. Il y a un endroit pour le rétro gaming et le gars qui s'appelle René, il m'a invité, il m'a dit, vous voulez venir montrer votre Mini ? Je dis, pourquoi pas ? Allez. J'y suis allé et là ça a été 5 jours de folie, ininterrompus de questions, de gens qui sont venus, des gens qui ont adoré l'idée. Et j'ai dit, alors Kickstarter, quoi. Voilà, financement participatif. Exactement. Et tu as explosé les compteurs. On est très contents. On vient de dépasser le $1 million, donc on peut s'estimer très heureux. Et donc avec $1 million, tu vas pouvoir lancer la production de cette console. Exactement. Surtout le R&D qui va nécessiter pour vraiment passer du prototype à la machine qu'on peut fabriquer en masse. Génial. Et alors, elle aura des élans de modernité, malgré tout, par rapport à la console des années 80. Et d'ailleurs, c'est un des reproches qu'on nous a fait, c'est oui, mais il n'y a plus d'écran cathodique. Pour faire du vectoriel, c'est pas juste. Je dis, mais attendez, aujourd'hui, on a des écrans OLED ou AMOLED qui ont un rendu avec un contraste des noirs et des blancs qui est super. L'émulateur est déjà assez puissant, on peut encore améliorer le rendu. Et quand les gens la voient en vrai, quand les gens... Ils sont bluffés. Ouais. Ils retrouvent leurs sensations. Ils retrouvent les sensations. Je vois que la petite manette n'a pas de câble. C'est-à-dire que là aussi, parce qu'à l'époque, le Bluetooth, mesdames, messieurs, ça n'existait pas. Il y avait un gros câble. Donc, tu la modernises aussi. Tu as modernisé la manette, bien évidemment. Est-ce qu'elle est connectée ? Alors oui, elle est en Bluetooth. Non, mais la console. Alors, elle sera connectée. Elle sera connectée en Wi-Fi et en Bluetooth. Et le Wi-Fi te permettra un truc très marrant, parce que je me suis dit, une console rétro, on s'en sert sur 10 minutes, 20 minutes, on joue un peu, puis après on la laisse dans un coin. Et je me suis dit, il faut que ça aille plus loin. Moi, j'ai envie de la garder sur mon bureau. Donc, connecté en Wi-Fi, on pourra avoir l'heure, les informations météo, génial, la date, l'endroit où on se trouve. C'est un super objet. Donc ça sera une horloge connectée en plus d'être une Vectrex Mini. Ça arrive quand, ces premières Vectrex Mini? Elle coûte combien? Alors, elle coûte 150 € hors taxe. Il reste encore quelques jours sur le Kickstarter. Tapez Kickstarter Vectrex, vous l'allez trouver tout de suite. Kickstarter Vectrex. Exactement. Ouais. Et puis, elle sera livrée en septembre 2026. Donc, une fois le Kickstarter terminé le 2 décembre, j'ai 10 mois de travail très intensif. Génial. C'est cool. C'est un super projet. C'est un rêve. Un rêve devenu un rêve de relancer une console de jeu. Ah, mais c'était mon rêve. C'est qui est intéressé par cette console? C'est que les vieux dinosaures? Notre génération, principalement. Mais j'ai été quand surpris. Tu vois les jeunes qui s'intéressent aux vinyles, aux cassettes, etc. J'ai été très surpris sur les salons de voir à quel point les gamins de tout âge étaient hyper attirés par la Vectrex. Ouais, ça m'étonne pas. Donc c'est super agréable. Puis on a des retours du monde entier formidables. Donc ça fait très plaisir. Bonne chance, David. Merci beaucoup. Voilà, c'est bien parti. Hein, ouais. Pour cette console qui renaît de ses cendres, la Vectrex nouvelle génération, donc sur Kickstarter, hein, bien évidemment, vous l'avez compris. Pour terminer ce Tech & Co, merci beaucoup David Auguière. On se retrouve bien sûr demain soir dès 19h30. Tech & Co, la quotidienne. Un grand merci de nous suivre, les replays et les podcasts qui vous attendent. Et à très vite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.